Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Jean-Michel Rallet, R-A-2-L-E-T. Après une carrière de 30 ans dans la finance en capital investissement, Jean-Michel a tout plaqué pour devenir humoriste. Il est aujourd'hui à l'affiche de son one-man show Changement de vie involontaire. Jean-Michel sort major de l'école de commerce EM Lyon. Il se spécialise dans la finance en capital investissement. Pionnier du private equity en France, il investit dans la croissance et la transmission des PME en France. À seulement 35 ans, il cofonde avec des amis et collègues leur propre fonds d'investissement, MBO Partenaires. Son quotidien pendant 30 ans, investir des millions d'euros dans les entreprises. Jusqu'au jour où ses amis et associés depuis 30 ans l'excluent du jour au lendemain de sa boîte et le remplacent par un jeune que Jean-Michel a formé. Un coup de poignard dans le dos. Le téléphone ne sonne plus, son nouveau projet d'un fonds d'investissement ne décolle pas, alors il se met à écrire quelques sketchs inspirés de son vécu, de sa vision de notre société. Aujourd'hui, Jean-Michel est à l'affiche de son one-man show Changement de vie involontaire, un spectacle autobiographique où il raconte le dernier jour de Mimi le Puissant, un milliardaire qui se fait lui aussi licencier. Un spectacle à propos de sa reconversion, de l'argent, du sens de la vie, du climat, avec beaucoup de jeux de mots et de second degré. Il se produira au Festival Off d'Avignon cet été. Alors avec Jean-Michel, on a évoqué sa carrière dans la finance en capital investissement, comment il a créé son propre fonds à seulement 35 ans, sa relation à l'argent, comment faire face à la trahison au travail, la réaction de son entourage à sa reconversion et son bonheur de monter sur scène. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Claire. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Jean-Michel Rallet, j'ai 56 ans et aujourd'hui je suis auteur, comédien, humoriste et encore un petit peu entrepreneur parfois. Alors, tu viens de commencer vraiment ta deuxième vie, parce que tu as eu une vie totalement différente avant. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais ? Oui, donc là c'est vraiment une deuxième vie, un changement de vie involontaire, ça c'est le titre de mon spectacle. Ouais. Pendant 30 ans en fait j'ai travaillé dans le monde de la finance, alors dans une partie, j'étais pas dans les salles de marché, j'étais pas non plus banquier. Je co-dirigeais un fonds d'investissement qui s'appelait MBO et qui s'appelle plus exactement comme ça, mais qui s'appelait MBO Partenaires. Et en 90, donc j'avais commencé dans ce métier de l'investissement dans des entreprises non cotées. Qui était à l'époque un marché qui était balbutiant, hein, donc c'était des petites entreprises dans lesquelles on investissait. Et puis ce marché a beaucoup évolué. Moi donc j'ai fait de 90 à 2002 dans le cadre d'une structure qui était sous filiale de banque. Et puis après on a pris notre autonomie, on a créé notre propre société de gestion et ça a bien marché jusqu'en 2016. Alors, toi, tu dirais que tu étais toujours un peu le bon élève parce que tu étais major de promo à l'EM Lyon, donc une grande école de commerce. Est-ce que tu dirais que tu avais un peu le syndrome du bon élève où tu faisais un peu tout ce qu'il fallait faire ? Pas vraiment, parce qu'en fait, déjà, alors pour être major de promo de l'Amiens, ça c'est c'est un concours de circonstances parce qu'en fait, tu rentrais dernier à l'école. À une place près, je rentrais pas. Et comme je suis rentré dernier, pour la petite anecdote, en fait, j'ai pas eu le droit aux places. J'avais pas de place pour me loger dans la résidence universitaire où ils faisaient la fête tous les soirs. Et moi, le dernier bus après le restaurant universitaire, il passait à 19h. Donc moi, je me retrouvais à 19h15 dans ma petite chambre chez l'habitant, sans moyen de locomotion, sans rien. Et donc, je me suis dit, c'est quand même intéressant, travaille. Donc finalement, la première année, je travaille, j'ai des bonnes notes, ça fonctionne bien. Donc je me suis dit, allez, mets-toi un petit challenge. Voilà, c'était plutôt un challenge. Puis je me suis dit, c'est quand même pas mal de rentrer dernier, de terminer premier. Donc et puis avant dans le secondaire, j'étais bon élève, mais sans faire beaucoup d'efforts. Ouais, tu as toujours eu des facilités ? J'ai eu des facilités, voilà, mais j'aimais bien avoir des bonnes notes. J'étais assez complet, j'étais à la fois littéraire, matheux, voilà, mais j'étais jamais le premier de la classe avec qui ne fait que ça, voilà. Ouais. Et alors, comment tu t'es retrouvé dans le capital investissement ? Est-ce que c'est un rêve depuis toujours ou ça a été aussi un concours de circonstances ?
Alors non, parce que quand j'étais rentré à l'école, au début, moi, j'adorais les ressources humaines, etc. Bon, après, je me suis rendu compte que les ressources humaines, c'est quand même beaucoup des ressources, beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses, et c'était pas, voilà, exactement ce que j'envisageais. Et puis, par contre, j'aimais bien la finance, le jeu sur les chiffres, puis je trouvais que, voilà, accompagner des entreprises, c'était intéressant. Et c'est là encore, c'est un petit peu un hasard. Donc, je faisais mon service national en tant que volontaire formateur informatique. Et puis, j'étais amené à faire des interventions auprès de demandeurs d'emploi dans des universités. Et quelqu'un me parle de cette entreprise, Initiative et Finance, voilà, qui investissait dans des PME. Je me suis dit, ça, c'est drôlement bien, sachant que Initiative et Finance, l'origine, c'était pour financer des opérations qu'on appelait de RES, reprise d'entreprise par les salariés. Et donc, et je trouvais que ça avait du sens de dire voilà, bah, c'est bien que d'embarquer tout le monde dans un projet de reprise. Donc c'était très concret, c'était pas de la finance. Au final, on était là pour résoudre les problèmes de transmission de beaucoup de PME en France. Après, le marché, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Je dirais le postulat originel, on a beaucoup dévié de ça. Mais au départ, c'était ça, voilà. C'était même un peu utopique quand j'y réfléchis. Ouais, c'était pas forcément l'attrait de l'argent au début alors? Non, c'était pas l'attrait de l'argent, donc puis c'était un métier qui était vraiment très, très confidentiel, hein. Quand on investissait, l'équivalent de 1 million d'euros dans une entreprise, mais c'était énorme! Alors qu'aujourd'hui 1 million d'euros, c'est rien. Enfin, ça peut choquer certains auditeurs d'entendre ça, mais c'est pas grand-chose donc aujourd'hui. Et à l'époque, c'était beaucoup. Donc non, non, c'était pas l'attrait de l'argent, et moi j'ai aimé ce métier de le faire pendant 30 ans parce que c'est un métier où on rencontre des gens un peu incroyables, des entrepreneurs, des gens qui ont des vies parfois qui étaient partis de zéro, qui étaient des autodidactes 100%, et qui ont créé des belles entreprises, des gens qui parlaient pas anglais, qui faisaient 80% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et alors, comment tu t'es retrouvée à faire ça? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Est-ce que c'était un peu dans la lignée de ce qu'ils faisaient ou c'était différent? Pas du tout. Alors moi, mes parents, en fait, voilà, ils ont vécu les 30 glorieuses, donc la méritocratie à la française qui fonctionnait encore bien à l'époque. D'ailleurs, ma maman, donc fille d'agriculteur de la Meuse et de la Haute-Marne, voilà, qui s'est retrouvée, voilà, prof dans le secondaire, enfin dans l'enseignement technique à Nancy. Mon père, fils d'employé, qui s'est retrouvé ensuite à faire une école d'ingénieur et qui était à la Socotec. Donc voilà, mais personne qui travaillait dans la finance. Et mon frère d'ailleurs a fait une école d'ingénieur aussi, enfin pas aussi puisque moi j'ai fait l'EM Lyon. Et puis donc rien à voir avec le monde de la finance. Et alors, ça te plaisait? Comment ça se passait pour toi? Tu bien le contact, en fait, avec les entrepreneurs? Ah moi c'était ce que j'adorais, c'était à l'époque le métier où on voyait et on visitait beaucoup d'entreprises. C'était à une époque, début des années 90 où il y avait encore de l'industrie, pas mal d'industrie en France, donc ça sentait l'huile, voilà, c'était très, très concret, voilà. On essayait de comprendre, une entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionnait, ses ressorts, quels étaient ses avantages concurrentiels. Donc c'était vraiment très, très, très concret et vraiment, j'investissais dans des boîtes qui étaient dans des domaines complètement variés. J'avais investi dans le leader européen, ou français de l'étiquette à roulettes. C'est l'étiquette qu'on plante dans le fromage pour mettre le prix au kilo. Ah Voilà, oui. c'était une petite PME de Marseille qui faisait, voilà, c'était de la sérigraphie, du montage, voilà, et qui avait une activité de négoce à côté où elle vendait des bobos. Les bobos, c'est les menus sur pied qu'on voit à la sortie des restaurants. Donc c'était très rigolo parce que c'était plein de secteurs d'activité complètement différents et c'était bien loin de la finance telle qu'on l'imagine avec, voilà, que des chiffres. Bien entendu, il y avait l'aspect chiffré qui était important, mais pas que. Donc tu as travaillé pour, une filiale de banque, donc comme tu nous l'expliquais, pendant 10 ans et ensuite tu as monté ta propre, structure, MBO? MBO partenaire, donc ça c'était 2002, donc avec mes associés, donc on travaillait tous ensemble depuis le début. Et c'est vrai que la particularité voilà d'Initiative et Finance où je travaillais au démarrage, c'est que c'était des gens qui avaient accepté de recruter des juniors. C'était un métier souvent qui était encore à l'époque réservé à des gens qui avaient au moins une dizaine d'années d'expérience. Et eux, parce qu'ils avaient eu quelques stagiaires qui avaient été très bons, ils avaient fait le pari de recruter, de former dès le départ des jeunes. Donc on avait travaillé tous ensemble pendant une dizaine d'années. Puis à un moment donné, voilà, on était quand même un petit peu le troublion dans un groupe bancaire qui aimait bien que tout le monde soit un petit peu le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc on avait voulu s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on proposait aux dirigeants, c'est-à-dire on avait voulu racheter notre propre société. Ça a été possible, on nous a dit oui, on nous a dit non. Enfin voilà, les grands groupes, hein, des jeux de pouvoir agissent souvent. Donc au final, on a dit bah tiens, allez,
on va se lancer et on va créer notre propre structure de gestion. On se voyait tous les dimanches. Alors moi, j'étais basé à Lyon, les autres étaient à Paris. Donc on se voyait tous les dimanches et puis on montait notre petit truc au coin du feu ou sur la terrasse en été. Et puis on a levé notre premier fonds. On a une structure de gestion. Après on lève des fonds. Le premier était de 120 millions d'euros. Donc MBO Capital 1, c'est comme les films Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Là, il y avait MBO Capital 1, MBO Capital 2, etc. Donc le premier fonds qui était de 120 millions d'euros. Alors aujourd'hui, c'est une petite somme quand on lève des fonds, 120 millions d'euros, mais à l'époque, pour nous, c'était beaucoup. Comment tu fais alors pour lever comme ça 120 millions d'euros? C'est énorme. Bah, c'était énorme à l'époque, mais aujourd'hui, surtout que on avait de la chance, c'est qu'on avait eu des très très bonnes performances dans notre première vie de la structure. On a eu une chance incroyable. À un moment donné, je sais que c'est les Américains qui cherchaient justement à investir. Il y a des grands investisseurs institutionnels mondiaux, européens, mais aussi anglo-saxons, qui décident d'allouer une part d'actifs, une part de leur somme, X% à la France dans telle catégorie. Et puis ils sont venus en France et quelqu'un leur a dit il y a des petits jeunes là qui se montent et c'est les meilleurs dans leur catégorie, il faut aller les voir. Moi, je me souviens, c'était un Américain, il ressemblait à Ken, super musclé, machin, bien bronzé, et il m'a choué sous chewing-gum. On s'est dit le gars, il a 1 heure à perdre à Paris, c'était sympa. Il est venu nous voir, mais jamais ça donnera. Et en fait, ils ont investi dans le fonds. Et là, ils ont été d'ailleurs, je crois, présents dans les 2 ou 3 fonds dans lesquels j'étais là. Donc il faut, déjà, si on n'a pas de performance, c'est compliqué. Et quand on a la performance, après, il faut qu'on arrive, à remonter les filières et puis à trouver les bonnes. Donc on avait beaucoup d'institutionnels, Caisse des dépôts, l'ancêtre de BPI, puis quelques particuliers fortunés qui étaient souvent des entrepreneurs avec lesquels on s'était associé dans le passé. Donc et ces 120 millions d'euros, on les a investis dans 50 entreprises, donc un peu plus de 2 millions d'euros en moyenne par entreprise, ce qui étaient des petites sommes, enfin ce qui aujourd'hui ce sont des petites sommes, il n'y a plus personne qui investit ça, et ça a cartonné. Le premier fonds a été ça a cartonné non seulement financièrement, mais en plus, franchement, on s'est vachement bien marré. Ouais, t'étais pas stressé à ce moment-là? C'est des bons souvenirs pour toi? Ouais, c'est vraiment des bons souvenirs. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 35 ans. D'ailleurs, chaque fois qu'on se présentait, c'était la petite boutade. Voilà, je suis le plus jeune directeur associé founding partners of the fund, of the company. Donc, c'était la petite boutade. Et puis, on était stressés parce que il fallait faire des opérations, qu'elles se passent bien. Elles ne sont pas toutes passées comme on avait prévu, mais il y avait une super solidarité, super équipe, et puis on avait une super dynamique. Voilà, on était dedans, et d'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé que le premier fonds d'une société de gestion est souvent le meilleur parce que c'est là où on a les crocs, c'est là où on a envie de prouver, c'est là où c'est peut-être la même chose avec les spectacles, c'est peut-être le premier spectacle qui est le meilleur, mais voilà, parce faut qu'on se fasse notre place. Ouais, ouais, c'est le plus gros challenge. Ouais, c'est le plus gros challenge. Et alors, comment ça a évolué? Parce que tu as une certaine nostalgie, j'ai l'impression, du début. Alors, comment ça a évolué après pour toi? Après, c'est un métier qui s'est énormément structuré, organisé, un peu comme le monde d'ailleurs, de façon générale, où c'est devenu de plus en plus de process, il fallait prouver qu'on avait fait ci, c'est ça, etc. Donc, et puis il y avait une course à la taille, c'est-à-dire que le premier fonds était de 120, le deuxième de 150, le troisième de 180, et je crois que maintenant il lève des fonds de 300 ou 400 millions d'euros. Donc on n'était plus passé dans c'était plus la même histoire. Et l'aspect financier était devenu un peu plus important. Voilà, il fallait toujours nos clients on disait souvent les clients c'est nos investisseurs, donc faut faire plaisir à nos investisseurs. Moi, je pensais plutôt qu'il fallait faire plaisir aux entreprises dans lesquelles on investissait. Donc, on avait plus le paradigme était quand même différent. Ça s'est processé. Fallait, je dirais moi au début où j'ai travaillé, c'était nous-mêmes qui faisions les protocoles. Et après, bien sûr, ce qui est bien, donc ça s'est professionnalisé. Mais bon, ça a vraiment beaucoup changé. Et ça continue de changer. Ça s'est aussi beaucoup intensifié en termes de concurrence. On était là, fallait comment dire, nous, il fallait plutôt convaincre un dirigeant d'entreprise de faire un investissement et de nous faire rentrer. Et à la fin, c'était plutôt, il allait faire rentrer quelqu'un, mais il fallait plutôt qu'il choisisse parmi les 10 qui étaient en concurrence. Donc, c'était beaucoup moins marrant. T'avais un peu perdu le contact humain aussi, tu dirais? Oui, parce que par exemple, parfois, alors on essayait de se battre contre ça,
Donc, il y avait des intermédiaires, banques d'affaires, cabinets de fusion-acquisition qui faisaient des super mémos, hein, très bien faits. Et en fait, il fallait qu'on se positionne sur une offre sans même avoir vu le dirigeant. Et quand on sait que le dirigeant, c'est fondamental. Moi, j'étais à l'origine du slogan pour MBO Partenaires qui était l'entrepreneur est capital. Il y avait déjà un petit jeu de mots. Et je le pense vraiment, et je pense que c'est toujours, voilà, faut mieux un super entrepreneur dans un marché moyen qu'une brêle dans un supermarché. Et un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur honnête, transparent. Et j'en ai vu des tas. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des bonnes opérations avec. Mais finalement, le charme du métier qui était de découvrir, de poser des questions, de rencontrer des gens, des histoires humaines, il s'est estompé au fur et à mesure. Et t'as pas eu quand même le côté bon, c'est moins en moins intéressant, mais je gagne de mieux en mieux ma vie, donc je peux faire avec? Bah, honnêtement, c'était une situation super confortable. On a gagné beaucoup d'argent. Enfin, donc, et plus on a de fonds, plus on avait une sorte d'accumulation. Donc, c'est vrai que c'était on va dire une prison dorée parce que c'est dur hein, de quitter ça un petit peu de son plein gré, puis de dire ouais non, je le sens plus. Donc moi, voilà, j'aurais aimé un peu. On aurait pu avoir plusieurs segments et m'occuper du segment le petit pour, je dirais pas être contremonté en taille de deal, mais aussi rester d'avoir tout l'éventail. Et bon, ça n'a pas marché. Voilà, c'était pas possible pour différentes raisons. Mais c'est sûr que c'est dur, hein, enfin, c'est dur. Il y a plus dur, hein, honnêtement. Enfin, voilà, faut tout relativiser. Mais c'était un petit peu, voilà, au bout d'un moment, on commençait à prendre peut-être des goûts de luxe. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Donc, en 2016, c'est un peu la fin avec tes associés. Comment ça se passe? Bah, ça a démarré dès 2015 où, suite à une espèce de vote un peu particulier, je me suis retrouvé en fait dégradé. Donc c'est-à-dire que on m'a dit bah écoute Jean-Michel, enfin voilà, finalement le garçon que tu as recruté, que tu as formé, à qui tu as amené un certain nombre de dossiers, bah, c'est lui qui va être ton patron, enfin qui va faire partie de la direction générale. Et puis toi tu vas faire des deals parce que tu sais faire des deals, mais voilà tu n'es plus dans le comité de direction. Bon, mais on m'a dit qu'il fallait que je le prenne bien, hein, que c'était voilà, fallait pas que c'était une blessure narcissique, mais qu'il fallait que je le prenne bien. Donc non mais ça pouvait pas bien se passer. Enfin faut pas, je dirais, ou alors dans la science-fiction et ça pourrait faire un bon film. Mais donc voilà, donc ça s'est pas très bien passé. Donc au final, mi 2016, fin 2016, je me suis retrouvé voilà licencié et exclu en tant qu'actionnaire de la société que j'avais moi-même cofondée. Tu penses que ça avait déjà commencé un peu initialement? Parce que donc, tu disais que toi, tu étais seul à Lyon et tous les autres étaient à Paris? Bah, c'est toujours plus difficile quand on est. Alors, j'étais seul à Lyon. Pas après, j'avais ma petite équipe autour, mais nous, notamment le garçon qui a pris ma place. Donc, c'est vrai que il y a un petit syndrome parisien, un peu dire que tout est mieux à Paris, etc. Franchement, à Lyon, on avait des super performances. Donc, c'était pas tout à fait le cas. Mais voilà, après, voilà, on était un peu les irréductibles gaulois. C'est vrai que j'étais un peu grande gueule, donc voilà, la visio fonctionnait pas aussi bien qu'elle fonctionnait aujourd'hui, donc que des fois il fallait aller à Paris pour prendre son petit TGV, qu'on arrivait les premiers, puis que mes collègues parisiens arrivaient une demi-heure après, bon, ça nous gonflait un petit peu. Donc j'étais des fois voilà un petit peu, je sais très très bien faire le grognon, mais je pense que clairement je me sentais plus à l'aise dans l'évolution du marché tel qu'il était. Ouais. Tu penses que eux l'ont senti en fait et puis ils se sont dit bon, il est. Oui, puis après, alors je sais pas ce qui se passait dans leur tête, etc. Puis après, voilà, j'avais surtout un adjoint qui avait des dents, qui rayait le parquet, la moquette, la dalle, et qui avait juste envie de prendre ma place. Voilà, donc et qui a réussi à la prendre par des manœuvres justifiées, non justifiées. Ça, c'est voilà, c'est la vie. Mais finalement, voilà, la trahison, c'est un grand commun de la vie dans les entreprises et ailleurs. Alors justement, la question que j'avais à te poser à ce sujet, parce que c'est vrai que c'est quand même bon, c'est assez fréquent dans une carrière d'avoir comme ça d'un coup un peu du jour au lendemain, on te dit stop. Qu'est-ce que tu ferais différemment, tu vois, en sachant ce qui s'est passé à la fin? Est-ce que je ferais différemment? Après, c'est contre nature pour moi, parce que quelque part, j'ai fait confiance. Voilà, moi, je suis quelqu'un de loyal, je fais confiance, donc je n'imagine pas qu'on puisse me planter un coup de couteau dans le dos. Alors, est-ce que je deviendrai méfiant? Je pense pas. Je pense que voilà, il est arrivé ce qui devait arriver. Peut-être que je serais plus sur le projet de fond small team, enfin very small cap, très petite entreprise. J'aurais peut-être été un petit peu plus moteur, mais je pense que c'était inévitable au final.
Puis voilà, après, si je suis objectif avec mes associés, on a eu 25 ans de 90 à 26 ans de vie commune heureuse. Voilà, c'est quand même déjà pas mal. Ouais, c'est comme un divorce en fait, hein. Oui, oui, voilà, c'est comme un divorce, c'est comme un divorce. On se reparle avec les associés. Ouais. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Donc, parce que tu as fait une pause à peu près de 3 ans, hein, c'est ça? Alors j'ai fait une pause où en fait j'ai essayé de remonter un fonds et là en fait, j'étais proche d'un certain nombre de sportifs de haut niveau, dont Tony Parker qui était devenu, voilà l'actionnaire principal de l'Asvel Basket, à Lyon, et j'étais rentré à son conseil d'administration, j'étais allé même à San Antonio, donc on était assez proches. Et puis je m'étais dit: «Mais tous ces sportifs, ils ont une capacité incroyable à ouvrir des portes», et donc je voulais en fait faire un fonds qui s'appelait Champion Capital, qui aurait rassemblé à la fois des sportifs, des institutionnels, et qui se servait des sportifs, voilà, comme étant entre guillemets le bling bling pour ouvrir des portes, mais toujours dans ma catégorie d'investissement, small cap, PME, pas les startups, parce que je trouve que c'est, voilà, moi je connais pas ce métier-là, c'est très très casse-gueule. Et de l'autre côté, pas les grosses opérations où il y a quand même beaucoup de concurrence, mais là où il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et ça, voilà, j'ai voulu le monter, ça m'a occupé beaucoup de temps, ça m'a coûté aussi un peu d'argent, l'agrément MF, le truc, le machin, mais puis j'y suis pas arrivé. Enfin voilà, et c'est ça qui a un petit peu. Alors je fais une opération en juillet 2019 avec des joueurs de la S Saint-Étienne, un comble pour un Lyonnais, enfin, pas Lyonnais d'origine. Donc, non, non, mais moi, j'ai beaucoup d'amis stéphanois, et une entreprise dans laquelle je suis toujours actionnaire d'ailleurs, et qui marche très très bien. Une entreprise industrielle et qui correspondait un peu à, voilà, ce que je voulais faire. Mais voilà, Champion Capital, ça n'a pas marché. Donc, comment est-ce qu'on se sent? Pour revenir à la question, bah, c'est vrai qu'on, voilà, on est un peu sous le choc, parce que en plus il y a du juridique qui se mêle un petit peu à tout ça, donc il vous prend la tête. On se sent plus rien, on se dit mince, je suis nul, voilà. Puis j'étais peut-être moins performant, j'ai peut-être été un peu moins performant sur ma fin de carrière que sur mon début de carrière, mais bon, c'est un métier de cycle, hein. On peut être le meilleur investisseur le jour J et quelques années plus tard être moins bon, bien puis redevenir génial. Donc ça, faut être très très modeste. C'est là aussi on a compté ses amis, hein, ceux qui continuaient d'appeler, ceux qui continuaient d'être sympas, ceux qui continuaient d'inviter au match de sport ou autre, et puis les autres dont on voit que les relations étaient juste liées par le fait qu'ils obtenaient une mission, voilà. Puis ça m'a permis aussi d'avoir de nouveaux amis, mais honnêtement, voilà. Heureusement que j'ai eu une famille qui m'a bien soutenu aussi, femme et enfants. C'était pas une période extraordinairement agréable. Après voilà, j'ai beaucoup cru dans ce Champion Capital, mais je m'y suis mal pris. J'étais tout seul. Enfin, donc là, si j'avais un conseil à donner, c'est quand vous avez un nouveau projet, que vous sentez que ça va sentir le roussi, anticipez votre nouveau projet quand vous êtes encore en poste. Et attendez pas, faites pas de scrupules. Voilà, faut essayer à un moment donné de gérer les deux en parallèle, parce que quand on n'a plus d'enseigne, on n'est plus rien. Oui, c'est mieux de dire j'ai encore mon poste, mais je pense à faire autre chose. Je pense qu'il y a un côté où il faut toujours être validé par quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, ta valeur, elle vient du fait que tu es déjà en poste dans cette entreprise ou que tu as déjà quelque chose. Si tu es dans un entre-deux, d'un côté, tu n'as plus trop de valeur sur le monde du travail. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, je pense que, et sur plein de choses, hein, voilà, le monde amène le monde, le succès amène le succès. Tu vas dans un restaurant, il y a déjà du monde, tu y vas, t'as personne, bah tu te dis, oh bah oh là, pourquoi il y a personne, voilà. Puis en plus t'as pas les contacts, t'as les contacts. Enfin c'est beaucoup plus simple, voilà, dans la limite de la loyauté, mais je pense que voilà, à un moment donné, il faut pas non plus être trop idiot. Et alors, comment tu te retrouves, voilà, tu essayes de monter ton propre fonds à t'es humoriste? Parce que c'est quand même Ouais, ouais, c'est ouais. un grand écart. Comment ça s'est fait le cheminement? Donc, alors déjà, si on regarde un peu le cheminement depuis le début, moi, quand j'étais gamin, là, j'ai retrouvé récemment, on a fait numériser des Super 8, quand voilà, j'étais quand même le petit clown de la famille. Voilà, quand je disais, j'étais pas là, j'avais pas l'image du bon élève. Voilà, j'adorais imiter mes profs quand j'étais gamin. Donc, à 15 ans, j'avais les cheveux longs, j'écrivais des chansons, pas obligatoirement très drôles, mais voilà. Donc, ce goût pour l'écriture, je l'ai toujours eu, et j'ai toujours adoré raconter des histoires drôles. Voilà, ça je peux tenir 1 heure et demie en fin de banquet avec un petit coup dans le nez. J'ai des histoires drôles, pas toujours très fines, mais certaines plus, et ça fait rire tout le monde. Et c'est les mêmes que j'adapte depuis 30, 40 ans. Voilà, donc j'ai aimé ça. Par contre, j'avais jamais fait de théâtre de ma vie. J'étais jamais réellement monté sur scène. Et donc, voilà, je me retrouve avec mon fonds, ça avance doucement. Donc, c'est du stop and go. Il y a des moments, j'ai pas de, je suis donc plutôt que de déprimer à finir de regarder toutes les séries, La Casa des Papel, Peaky Blinders et compagnie,
je me dis, bah tiens, allez, lance-toi un petit défi. Puis c'était voilà, c'était aussi une façon de se prouver à soi-même qu'on était quelque chose, quelqu'un, enfin qu'on n'était pas nul. Et donc je commence à écrire des petits sketchs, voilà, bon. Et puis ça c'était dès 2016-2017, mais bon, de ce que j'ai dû écrire là, il doit plus rester grand-chose. 2018, voilà, à Lyon, on a une grosse tradition de café-théâtre. Ben, je me dis tiens, bon, allez, va franchir le pas. Mais bon, donc je suis allé voir un café-théâtre où j'allais très souvent, qui s'appelle le Nombril du Monde à Lyon, qui a été créé il y a plus de 30 ans. C'est là où Florence Foresti a réellement commencé. C'est elle qui le dit dans ses interviews. Et le directeur artistique que je vais voir, je dis, bah, tiens, j'aurais besoin qu'on m'aide un petit peu. Est-ce que vous êtes disponible? Il dit, ouais, bon, je veux bien. Voilà. Puis de fil en aiguille, ben, on travaille ensemble et puis on arrive à quelque chose. Donc c'est moi qui suis quand même à l'écriture. Lui, il est là pour m'aider à jouer, à apprendre à jouer. Ah, il te forme directement le... Il me forme un peu, voilà, parce que ouais, j'avais jamais fait de théâtre, porter sa voix, comment être naturel. Donc le 19 octobre 2019, ben je monte sur scène pour la première fois. Bon, Comment tu te sens alors là? ah là, j'étais stressé comme pas possible, hein, parce que voilà, c'était. Puis alors heureusement, voilà, il y avait quand même la salle, c'était 98% des gens que je connaissais. Donc déjà rien que le fait de me voir sur scène, ça les fait rigoler. Donc il y avait des bonnes choses. Puis après, il y avait beaucoup de choses, voilà, qui étaient médiocres, mais c'est normal, c'était le démarrage. Voilà, mais j'avais franchi une étape, j'avais franchi la première étape qui était, ça y est, je suis capable de rester 1 heure et demie, c'est même trop long, c'était 1h45 sur scène à raconter. Et c'était pas fantastique, mais c'était pas non plus nullissime. De ce moment-là, il y a peut-être encore une quinzaine de minutes que j'avais fait à la première, ou une vingtaine de minutes que j'avais fait à la première, bon, qui ont été retravaillées, réaméliorées, etc., mais qui sont encore dans le spectacle actuel. Donc ça veut dire quand même qu'il y a plus d'une heure qui a viré parce que c'était pas au niveau. Et c'est marrant que tu aies invité ton entourage. Je sais pas, parce que moi, je me dis spontanément, je pense que je l'aurais dit à personne, hein, tu vois. Comment tu t'es sentie, justement? Comment tu l'as annoncé à tes proches? Alors déjà, je l'ai pas annoncé à mes parents tout de suite, mais mon frère le savait. Parce que déjà, je pensais juste que c'était un petit truc comme ça. Ça allait faire, j'avais 2 dates de Calais, où tu dis, bon, ça va bien, encore rempli. Après, si c'était pas des gens que je connaissais aux 2 premières représentations, je sais pas qui seraient venus. Ou alors, fallait faire gratuit. Et encore, ce qui est gratuit a pas de valeur. Et puis, ils auraient pas été très, 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 très contents. Après, voilà, j'avais quand même travaillé, ça se tenait quand même. Voilà, voilà, il y avait des choses à réécrire, à enlever, etc. Mais il y avait quand même une structure et déjà un style qui s'annonçait. Donc là, j'ai rejoué, puis après, j'ai rejoué un peu début janvier, février, et puis après, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc tout était stoppé. Ouais, dur quand on se reconvertit. Oui, alors à l'époque, moi, je pensais que c'était voilà une passade, mais le Covid a fait que, en fait, j'ai eu quelqu'un, un professionnel, qui est venu me voir à une scène ouverte. Il m'a dit franchement, Jean-Michel, bon, il y a plein de choses à revoir, mais tu as quand même quelque chose de différent, à la fois par ton parcours et par ton style d'écriture et ta présence. Donc, persiste. Donc, ça m'a donné de la force et j'avais eu juste la dernière représentation juste avant le Covid. J'étais super en forme, il y avait un super public. J'avais déjà refait des modifications, j'avais déjà enlevé des choses, j'avais déjà fait évoluer. En fait, il faut vraiment toujours se remettre en question. Et ça avait vraiment super bien fonctionné. Et je me suis dit, allez, Jean-Michel, on n'a qu'une vie. Voilà, donc maintenant, c'est ça le projet principal. Après, tu verras bien où ça va te mener. Puis le reste, voilà, donc j'avais encore quelques participations que je continue de suivre et puis quelques missions que j'avais à côté qui me permettent voilà, d'avoir un peu de revenus parce que c'est pas le reste qui me donne des revenus. Et donc, je me suis dit, allez, bosse. Et à la rentrée, quand tu auras plus le Covid, ben voilà, ça sera ta vie. Comment tu as réussi à te dire, bon, c'est pas un à côté, c'est pas juste un hobby, ça va être ma vraie activité, et aussi comment tu as fait pour l'annoncer à tes proches? Parce que comment réagit ta femme, tes enfants, tu vois, entre se dire: «Bon, peut-être tu fais ça pour changer les idées et ça va devenir vraiment quelque chose», c'est pas forcément évident à l'annoncer? Ça s'est fait un peu progressivement. Je pense que ça s'est fait progressivement. Déjà, voilà, monter sur scène, c'était pour mon épouse, mes enfants, ils étaient fiers aussi de leur papa, donc c'était sympa. Et puis ils me voyaient que j'étais heureux, donc c'est quand même ce qui leur importe.
Après voilà, j'ai mis aussi un certain nombre de garde-fous, faut aussi garder une petite vie sociale, parce que c'est vrai qu'on travaille maintenant les soirs et les week-ends, donc enfin je travaille les soirs et les week-ends, donc faut arriver à gérer des trucs, pour pas non plus, être pris tous les week-ends. De toute façon, c'est quand même compliqué de se faire programmer, donc je ne suis pas pris tous les week-ends non plus. Après mes parents, voilà, au début ils ont pas bien compris, ils m'ont dit: «Oh là là, tu crois que tu vas gagner ta vie comme ça?» Bah je dis: «Oui, mais bon, j'ai eu de la chance, bah la quand on a bien gagné sa vie à un moment donné, c'est aussi pour pouvoir avoir de la liberté pour dépenser l'argent». Voilà, j'ai vu trop de gens qui étaient les plus riches du cimetière, donc il y a un moment donné, il faut se faire plaisir. Et puis ils ont vu que j'étais bien, voilà, que ça fonctionnait bien, que je pense que j'avais, même s'il y a toujours des moments de doute, hein, mais que voilà, que c'était bien. Et puis mes amis ils me disent: «Ah, c'est génial», voilà. Donc je suis plutôt, voilà, alors bien sûr qu'il y a des gens qui me regardent en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il est timbré celui-là, mais qu'est-ce qui va t'embêter?» Parce que si j'avais voulu vraiment reprendre un job, être senior advisor dans un fonds, j'aurais fait. Enfin voilà, j'ai quand même une bonne expérience et je suis encore crédible. Mais franchement, pour moi, c'est quelque part, j'aurais joué ce rôle-là, j'aurais fait plus de théâtre et j'aurais été moins moi-même que ce que je suis aujourd'hui sur scène. T'as su tout de suite quand t'es monté sur scène que c'était fait pour toi, que c'était là où tu devais être? Comment tu t'es senti à ta première scène? Ouais, la première, je me suis vraiment bien senti. Puis après, le public était sympa, il riait de bon cœur, mais je me suis vraiment bien senti. Je me suis vraiment bien senti. Après, j'ai eu d'autres moments où je me suis dit: «Voilà, mais est-ce que tu es vraiment, voilà», parce que c'est dur, enfin, c'est voilà, chaque fois, il faut rentrer, c'est physiquement difficile, il faut avoir la pêche, faut choper le public, on peut avoir des gens qui n'aiment pas du tout, qui l'expriment ou qui ne l'expriment pas, qui l'expriment sur le coup, qui l'expriment même après. Donc c'est pas un métier mais aujourd'hui, là, j'ai joué dans une petite salle, mais que j'aime beaucoup parce que le dirigeant, qui s'appelle Thierry Roudil, qui est un ancien flic, qui a une vie complètement, faudrait aussi interviewer parce qu'il a une vie incroyable. Mais de soirs complètement différents, avec un public complètement différent, mais à chaque fois, c'était incroyable. Donc voilà, quand on a ces moments-là, finalement, on n'a quand même pas beaucoup de vie professionnelle dans lequel on peut avoir les poils qui se dressent et puis des émotions comme ça, en direct. Voilà, après, on peut avoir l'inverse aussi, c'est-à-dire que ça se passe mal, et là, on est devant tout le monde, on peut pas se cacher derrière un PowerPoint, même si j'utilise un PowerPoint avec des animations derrière mon spectacle. Mais voilà, c'est vraiment, on se met à poil, on se met à poil. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement ton spectacle qui s'appelle Changement de vie involontaire, hein, entre parenthèses, involontaire, volontaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, voilà, ton spectacle? Alors le spectacle, il est construit comme le dernier jour de la vie de Mimi le Puissant. Alors Mimi le Puissant, voilà, d'ailleurs j'ai mis un peu de temps à le trouver ce personnage, mais c'est ce qu'on appelle j'ai trouvé mon clown. C'est un milliardaire, climato-sceptique, cynique, quand même un peu grotesque parce qu'il sort des choses qui sont assez dingues, et qui est peut-être le personnage que j'étais peut-être en train de devenir. Voilà, un gros connard, ou que j'aurais pu devenir si voilà l'argent, tout ça m'était monté à la tête, et qui finalement est donc au travers duquel on aborde un certain nombre de sujets comme le dérèglement climatique. Moi, qui est un sujet qui me tient à cœur, voilà, du côté, voilà, je suis pas, personne n'est parfait, mais bon, moi, je pense que c'est un sujet dont il faut déjà parler. Mais lui, il est climato-cynique, voilà, mais voilà, il comprend pas qu'on doit le priver de son jet, voilà. Et ça marche bien. Alors, faut avoir du second degré, hein, et aimer les jeux de mots. Donc voilà, l'histoire, c'est voilà, le dernier jour de Mimi le Puissant qui, à un moment donné, quelque part comme moi, il se fait exclure. Et finalement, c'est là où si quand la lumière se tamise, il fallait ressortir tous ses rêves enfuis dans leur remise, voilà. Voilà, et il réalise son rêve d'adolescent de devenir un artiste. Donc finalement, c'est un peu autobiographique, mais tout est exagéré. J'espère ne jamais avoir pensé ce qu'il a pensé et ce qu'il pense et ce qu'il dit. Et derrière, voilà, il faut aimer, avoir du second degré. Et puis après, moi, j'adore le jeu sur les mots. J'adore le slam, j'adore le rap, le bon rap de Nekfeu. Donc, il y a beaucoup de travail avec des figures de style, qui est un travail d'écriture assez fort. Donc, voilà, les gens voilà, qui aiment un peu un humour qui peut parfois piquer, grincer, mais dans lequel, voilà, il y a un vrai message positif qui est à la sortie, s'il est bien compris, et qui aime les mots, et c'est un spectacle qui cartonne, voilà. Alors, tu seras au Festival Off d'Avignon du 29 juin au 21 juillet pour les auditeurs qui voudraient aller te voir peut-être à Avignon.
tu es aussi dans toute la France, hein, tu te produis un peu partout. Je me produis un peu partout et c'est d'autant plus que pour l'instant pas encore de date à Paris, mais ça ne saurait tarder. Je vais faire quand même quelques exceptionnels, donc voilà, j'espère avoir beaucoup de reconvertis en cours ou qui viennent me voir parce que c'est sympa parce que j'avais fait à Lyon d'ailleurs, on faisait les mercredis de la reconversion. Les gens après on allait au bar et on discutait un petit peu, voilà, des gens qui se posaient des questions, qui avaient franchi Trop le pas, qui sympa. partageaient leur. Donc si je viens jouer à Paris, on pourra faire la même chose d'une façon un peu différente pour montrer qu'il faut oser la reconversion. Et puis en fait, comme je disais, moi j'ai bien gagné ma vie, je m'en cache pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de couvrir un peu de choses près mes frais, et tout le reste après, je le redonne à des associations pour l'intégration par le sport et la culture de personnes en situation de handicap. Je joue régulièrement pour par exemple le Rotary ou le Lions Club me font jouer. Là par exemple, je vais jouer cette semaine pour une association qui s'appelle Solidarité Femmes Beaujolais pour la prévention des violences intrafamiliales et conjugales en milieu rural. Donc moi, ça me fait plaisir parce que déjà, je trouve que ça donne du sens à mon projet. C'est pas là, je suis pas juste là pour me faire un kiff de quinquagénaire. Et non, derrière, moi, mon vrai projet, je vais le dire, c'est très prétentieux. C'est 1 million d'euros pour toutes ces causes-là. Demain, si j'arrive à jouer en Ligue 1, Ligue 2 de l'humour, voilà, ça veut dire que si j'arrive à faire venir 100 000 personnes sur 5 ans à mes spectacles, donc c'est-à-dire 20 000 par an, c'est pas non plus énorme. Et ben voilà, ça me permettra de reverser 1 million à ces causes pour l'intégration par le sport et la culture de personnes handicapées. C'est des choses que j'avais déjà commencé à faire parce que dans ma vie d'avant, j'avais créé un fonds de dotation qui supportait des actions dans ce sens et qui m'ont permis aussi, là encore, moi je suis beaucoup sur les rencontres, de rencontrer des gens incroyables. Début juin, je vais jouer à La Rochelle avec mon ami Philippe Croison, quadri-amputé, voilà, un gars qui a fait des exploits, qui a traversé la Manche à la nage, et voilà, je vais jouer pour la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime. Ça va être des rencontres incroyables. Tous tes bénéfices sont reversés pour des associations. Donc Pour des associations. vraiment, c'est un projet assez incroyable. Oui, alors pour l'instant, c'est encore modeste, hein. Voilà, quand j'ai joué à Lyon, j'ai reversé 4 000 euros. Donc, 4 associations, donc ça va pas leur changer leur vie. Mais bon, à chaque fois, à la fin du spectacle, chaque semaine avait une association, c'est sa petite présentation. Donc, ça a sensibilisé des gens. C'était des chouettes rencontres. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser un petit peu dans la continuité, c'est comment tu vois la suite? Quel est ton grand rêve professionnel? Mon grand rêve, c'est aller à l'Olympia. Parce que déjà, je pense que c'est une salle mythique dans laquelle les plus grands ont joué. C'est une salle qui est assez, c'est 2000 personnes, donc c'est à la fois peu et beaucoup. Voilà, puis ça marque à voir mon nom en Ton lettres nom? rouges. Après, voilà, je veux pas me payer l'Olympia et puis voilà, je veux arriver à le remplir de façon naturelle. Aujourd'hui, voilà, vraiment mon rêve, c'est pas de jouer en Ligue 1 pour dire j'ai joué en Ligue 1 de l'humour et être connu, que les gens m'arrêtent dans la rue et me fassent des autographes. Ça, honnêtement, je pense que ça va me gonfler. Mais on peut, voilà, avoir suffisamment de notoriété pour remplir les salles facilement et en trouver et être programmé facilement, et pas trop de notoriété pour pas être emmerdé voilà, dans la rue. C'est quoi qui te motive alors? Si tu dis j'ai pas forcément envie d'avoir mon nom, c'est de diffuser ton message? Ouais, mon message, déjà dire aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le travail des seniors. Donc moi, je suis senior puisque dès qu'à 45 ans, on est senior. Et ben, je trouve que quel que soit notre âge, on est bon à quelque chose dans sa catégorie. Et moi, ce qui est génial aussi d'ailleurs dans ce projet, c'est que je travaille, par exemple, j'ai 2 jeunes qui ont 22, 23 ans. Ils sont plus jeunes que mon fils, que mon dernier enfant. Je leur fais faire toutes mes vidéos, mon teaser, mes captations, etc. Et on s'entend super bien. Voilà, donc opposer les générations, c'est complètement débile, et dans un sens comme dans l'autre. Donc mon message, c'est voilà, quel que soit quand t'es jeune dans ta tête, t'as pas d'âge. Voilà, donc t'es capable de déplacer des montagnes, et dans les deux cas, c'est pareil. Donc ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, c'est et à un moment donné, il faut savoir faire preuve de solidarité parce qu'il y a des gens qui ont quand même qui vivent, voilà, le sujet du handicap ou des enfants malades qui sont atteints du cancer. Quand t'as ça, c'est quand même la pire des schkoumoun qui peut t'arriver et t'es pas toujours très très bien aidé. Donc voilà, si chacun on peut être un petit peu plus solidaire sur ces causes-là ou d'autres causes, mais voilà. Donc à un moment donné, je dirais, le moteur financier est un moteur, mais pas le seul. Et puis après, honnêtement, c'est aussi très très égoïste. Mais moi, quand je suis sur scène, que je sais que ça doit rire à ce moment-là et que ça rit à ce moment-là, quel bonheur. J'ai un moment dans le spectacle, donc après avoir à peu près au milieu du spectacle, après avoir eu déjà dû comprendre 80 jeux de mots de niveau 1 à 10, je fais un petit moment, je fais ce qu'on appelle une réunion, je parle du retour à la campagne et des néo-ruraux, et je fais ce qu'on appelle une réunion de troupeau.
dans l'espace de coworking. Et je distribue des boîtes à meux à un certain nombre du public avec lesquels j'interagis. Et ça a toujours très bien marché. Et là, récemment, je me suis dit, mais tiens, si on faisait participer tout le monde. Et là, je dis, à gauche, là, vous pouvez me faire la basse-cour. Et les gens, ils font, à droite, vous pouvez me faire la porcherie. La dernière fois, il y avait un dindon. Et les gens, ils font tous les bruits des animaux de la ferme. Tout ça. Et ça a l'air tout bête. Et les gens, ils sont heureux de faire ça. Parce que ils retombent en enfance. Ils s'amusent. Ça fait rigoler tout le monde parce qu'il y en a un qui fait pas le truc au bon moment, le machin. Puis après, je fais des petites impros derrière. Et quand on a ça, quand on est payé par ces rires-là, mais c'est juste extraordinaire. Mais c'est un kiff, mais incroyable. Oui, oui, c'est le côté aussi communauté. Vous êtes ensemble. Et puis après, j'ai un autre moment à la fin du spectacle que j'adore, où je parle du cancer. Et en fait, quelque part, c'est un peu comme un peu parallèle avec Steve Jobs, qui est donc mort d'un cancer. Alors voilà, c'était comme quelqu'un de très très connu, réussite incroyable. Là, c'est Jeff Bezos qui on annoncerait son cancer. Et là, au début, c'est rigolo parce que le docteur, il dit, bonjour Monsieur Bezos, c'est craignos, vous l'avez dans l'os. Donc là, les gens commencent à rigoler sur les sonorités. Mais après, ils voient qu'on va pas parler de quelque chose de trop drôle. Et je sens à ce moment-là le silence se faire. Mais un silence où les gens sont attentifs et sont pris par l'émotion, et à la fin des applaudissements de cette partie-là. Donc c'est ça qui est génial, c'est de sentir les émotions des gens et partager ces émotions-là. Et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers. C'est sûr que c'est pas dans un closing, en faisant une signature électronique, qu'on va le faire. Donc ça, c'est génial, c'est incroyable. Ouais, ça te reconnecte à l'humain, en fait. Ouais. Et alors, comment ça se passe le Festival Off d'Avignon? Donc, tu l'avais déjà fait l'année dernière et tu le refais cette année. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est pour toi, ce que t'aimes? Alors, Festival Off d'Avignon, donc c'est une grande foire aux bestiaux artistiques. Il y a 1500 spectacles, même 1600 je crois cette année, répartis dans à peu près 150 théâtres. Donc ça veut dire que chaque théâtre programme à peu près 10 spectacles par jour. Alors ça c'est le festival off, le in c'est encore autre chose. Donc c'est à la fois une fête parce que Avignon se part de toutes les affiches, voit des saltimbanques déambuler dans les villes. Mais après voilà, c'est aussi économiquement, tu loues ta salle. C'est le modèle économique dans la plupart des cas, c'est tu loues ta salle, tu loues ton logement, tu fais faire tes affiches, etc. Puis derrière, tu essayes de ramener le public. Donc tu peux avoir 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Donc tu joues tous les jours. Donc moi cette année je vais jouer tous les jours à 19h dans un théâtre de 56 personnes. L'année dernière par exemple j'avais pris trop grand, donc j'avais fait un festival honorable. Mais tous les jours là tu te remets sur le ring. Ouais, c'est très compétitif parce qu'il y a beaucoup de public, mais il y a aussi beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de spectacles, il y a des gens connus, il y a des gens pas connus, il y a des gens qui vont avoir les Molières ou qui les ont eu, des gens donc voilà. Puis donc nous on fait le commercial, on joue et puis pendant 1h30 par jour, enfin 1 heure et demie, et puis le reste du temps on fait le commercial à distribuer des tracts. Allez, venez voir mon spectacle, vous allez voilà. Donc ça j'avais bien la petite méthode que j'avais bien rodée l'an dernier, donc ça je vais la refaire parce que mais j'aimais bien tracter. Il y a beaucoup d'artistes qui aiment pas tracter, mais moi j'aimais bien parce que encore, on avait des rencontres, je discutais avec les gens. Ah tiens, vous venez d'où? J'ai des gens, ils m'ont dit ah non, on pourra pas venir, mais vous venez d'où? Ah je viens de Chalon-sur-Saône. Ah tiens, je vais jouer à tel endroit pas très loin de chez vous. Et il y a des gens qui sont venus me voir alors qu'ils m'avaient vu à Avignon. Et donc là, je joue à 19h, donc je vais essayer de pas mal mobiliser des entreprises pour faire des after-work autour de mon spectacle, de la reconversion, du sens de la vie, enfin du monde de l'entreprise aussi. Donc puis aussi d'aller voir plus de spectacles que l'an dernier, mais c'est un vrai projet, parce que faut gérer ses affiches, faut gérer sa com, et moi je fais tout seul. Voilà, je suis pas dans une production, j'ai pas de diffuseur parce que j'aime ça aussi et que pour l'instant j'arrive encore à le faire tout seul. Ouais, t'aimes bien le côté, tu contrôles aussi tout ce qui se passe autour de ton spectacle. Parce que quand on délègue, après, c'est pas forcément comme on a envie que ça soit fait. Oui, oui, oui. Alors après, faut vraiment déléguer au meilleur. Après, voilà, aujourd'hui, moi, je suis pas capable à la fois d'attirer les meilleurs parce que je suis encore inconnu, je suis pas connu. Mais moi, j'ai trop souvenir d'entreprises dans lesquelles j'avais investi qui étaient super contents. Elles me disaient, ouais, j'ai un distributeur au Japon. Ouais, ouais, ok. T'as un gars qui a pris ta carte pour vendre tes produits au Japon. Mais si le gars, mais t'as pas encore vendu au Japon. Donc c'est pareil avec un diffuseur ou un producteur. Si le gars s'occupe pas ou la boîte de prod s'occupe pas de toi, tu te retrouves,
puis tu peux plus agir parce que tu fais confiance et si tu te rends compte que finalement les efforts sont pas faits, pas comme tu veux, bah, ça marche pas. Donc au stade où j'en suis actuel, moi j'aime bien encore un petit peu maîtriser. Puis après, il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui comprenne que mon modèle, il est non économique. Derrière, les bénéfices, il faut les reverser à des associations. Donc, je suis pas sûr. Ouais. Mais je vais trouver des gens qui vont dire, ouais, mais c'est génial. Eh ben, on t'aide et on va aller aussi dans ton projet et on va se greffer à ça. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est t'occupe pas des autres. Voilà, le regard des autres, et à un moment donné, de toute façon, tu auras toujours des gens pour critiquer, tu auras toujours des gens qui vont pas aimer ce que tu fais. Donc, alors si 100% des gens n'aiment pas ce que tu fais, pose-toi des questions. Mais voilà, mais autrement, bah voilà, sans les choses aussi. Voilà, je pense que ça, c'est le conseil. N'aie pas peur du regard des autres. Comment t'as fait, toi, pour dépasser les jugements? Est-ce que tu penses que ça vient aussi de l'âge que tu avais? Parce que tu avais à peu près 50 ans quand tu t'es reconverti. C'est vrai que je pense qu'avec l'âge, on a peut-être un peu plus confiance en soi. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux auditeurs, voilà, qui oseraient pas se lancer dans une carrière, parce que voilà, c'est pas forcément bien vu, Bah, je pense que l'âge, il fait pas non plus, parce que j'ai eu des moments où on a pu me dire des choses qui ont pu me blesser, où aujourd'hui je suis un peu snobé par certains gens de la profession parce qu'ils disent mais qu'est-ce qu'il a le vieux là à raconter ces trucs, voilà. Donc je pense qu'il faut essayer de s'attirer des gens, j'aime pas ce terme de bienveillance parce qu'il est un peu galvaudé, mais qui te disent les choses. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit qui m'ont donné des conseils parfois, j'avais peut-être pas envie de les écouter, mais ils me les ont dit quand même, mais ils me les ont dit où tu sentais qu'ils voulaient me faire progresser. Donc, faut savoir écouter les gens qui ont envie que tu réussisses. Même si ce qu'ils te disent sur le moment, ça va voilà. Parce que s'ils te le disent, c'est qu'ils pensent que tu es capable de régler ce problème-là ou de t'améliorer sur ce point-là. Autrement, ils te diraient pas. Les gens qui te disent, ouais, c'est génial, machin, ouais, super, puis qui viennent pas ou voilà, ça sert à rien. Des gens qui te disent, voilà, tiens, il y a ça, ça et ça va, ça c'est super, ça c'est super. Mais ça, faudrait peut-être un petit peu le changer parce que il y a ça qui est pas compris. Ça, ces gens-là, faut vraiment et ne pas hésiter à aller vers eux, leur demander ce qu'ils pensent, et c'est eux qui t'aident vraiment. Tu aurais un conseil justement pour, savoir quand faire confiance peut-être? Ah, faire confiance. Ouais, faire confiance, c'est des gens qui te disent pas que les bonnes choses. Voilà, qui te disent les choses franchement. Voilà. Avec du doigté, avec du tact, parce que on est toujours dans ces périodes-là, on est fragile. Et puis après, il faut, bon, aujourd'hui, la confiance, elle m'est arrivée parce qu'il faut multiplier, voilà, je pense que c'est comme un sportif, à force de jouer. Il y a un moment donné, bah, il y a des jours où il va pas être bon, il y a des jours où il va être, voilà. Et en fait, moi, j'essaie de mentaliser les bons moments. Bien sûr, il y a les mauvais moments, il y a des trucs où ça se passe pas bien, ça c'est arrivé. Moi, j'ai fait voilà, même un gala où je pense que j'avais pas choisi la bonne extrait de mon spectacle. Ça s'était passé moyennement, mais voilà, j'avais idéalisé. Bon, faut pas que ça, voilà, faut essayer de chaque fois que tu as des bons moments, faut les garder dans la tête et se dire voilà, si j'ai réussi à faire, je sais pas moi, si j'ai réussi à courir le 100 mètres avec je peux dire, je sais pas quoi, 10 secondes ou 11 secondes ou 12 secondes. Si j'ai déjà fait une fois, c'est que je suis capable de le refaire une fois. C'est pas ça qui est l'exception. L'exception, c'est le jour où j'étais pas en forme et j'ai mis 15 secondes pour faire la même chose que je fais normalement plus vite. Donc, faut vraiment capitaliser sur les bonnes sensations, les bonnes expériences. Et là, on acquiert le plein de confiance. Après, bah, ça se passe pas bien. C'est pas grave. Voilà, ça arrive. On a tous nos petits coups, nos petits coups de mou, etc. Mais on est capable de faire bien. Faut plutôt regarder les gens, les meilleures performances qu'ils ont faites, plutôt que par la moins bonne qu'ils ont faite. Ouais et puis, réouvrir la petite boîte des bons moments, quand nécessaire, en fait. Ouais, la petite boîte des bons moments, ça c'est fondamental. Parce qu'autrement, on a vite fait si on se focalise sur le truc, sur le machin, etc. Voilà. Et c'est vrai que voilà, par exemple, à Lyon, j'ai joué 4 fois par semaine, qu'on n'a pas le temps de gamberger. Alors, elles se sont toutes bien passées, mais j'ai eu des trucs incroyables, des soirées, mais je sais pas pourquoi le public, il était là au rendez-vous, il y avait une connexion. Ben voilà. Ça sera pas toujours comme ça, on le sait bien. On n'a pas toujours le même, mais ces moments-là, il faut les garder. Plus moi, maintenant, je filme toutes mes, donc comme ça,
À la limite, si j'ai un coup de blues, je me repasse des petits moments. Un grand merci Jean-Michel. Donc je mettrai tes réseaux sociaux parce que tu es très actif, hein, tu partages beaucoup, notamment sur LinkedIn. Donc je mettrai tous tes réseaux sociaux pour les auditeurs qui voudraient te suivre et puis aussi qui voudraient découvrir tes prochaines dates. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Merci, c'était très chouette. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.